Ce matin, Monsieur Sébastien Abis, Monsieur Yves Lemorvan et Monsieur Thierry Pouche pour éclairer et nourrir notre réflexion sur la souveraineté alimentaire de l'Union européenne à l'heure de la mondialisation, à l'aune de leurs travaux de recherche sur cette thématique. Le mouvement de protestation initié par les agriculteurs de divers pays européens ces dernières semaines a remis cet enjeu de souveraineté alimentaire au cœur de l'actualité, de nombreuses voix s'élevant pour dénoncer les conséquences sur la production agricole européenne de la stratégie de la ferme à la table, à commencer par le renchérissement des prix agricoles et la hausse des importations extra-européennes de substitution. Devons-nous nous inquiéter de la dépendance croissante de notre pays et plus généralement de l'Union européenne aux importations de provenance de pays tiers? Quelles sont les conséquences de la dégradation de notre socle productif? Comment analysez-vous la situation actuelle de l'Union européenne sur le plan alimentaire? Et faites-vous, à l'instar de nos collègues de l'Assemblée nationale qui viennent de publier un rapport sur le sujet, le constat d'une souveraineté alimentaire préservée? Et sinon, une telle souveraineté constitue-t-elle une chimère, un vœu pieux, ou bien un objectif réaliste et atteignable, si encore sa définition est bien partagée? Nous souhaiterions que vous puissiez nous préciser à quelles réalités économiques et juridiques ce concept renvoie, tout en nous indiquant quels sont, à l'aune de vos travaux de recherche sur cette question, les déterminants d'une telle souveraineté. Je vous laisse la parole, je ne sais pas dans quel ordre, donc sur un propos liminaire pour les uns et les autres, et puis nous laisserons nos collègues sénateurs intéressés à la question vous poser des questions. Bon. En sachant qu'on se donne jusque 10h30 parce qu'il y a séance ce matin et donc nos collègues ici présents sont intervenants en plus en séance. Donc, voilà. Bonjour à toutes et tous. Si je démarre par l'ordre alphabétique, et peut-être aussi parce que mes deux collègues sont plus spécialisés que moi, donc je vais peut-être faire un démarrage un peu plus large. Et j'ai été auditionné pour le rapport qui a été présenté hier à l'Assemblée nationale, donc je me souviens des discussions aussi qu'on avait eues il y a quelques mois à ce sujet. Ce que je voudrais vous dire, c'est peut-être trois choses. D'abord, du temps un peu long, c'est-à-dire que l'Europe sort d'une pause stratégique, ce que j'ai appelé il y a 2 ans la fin des 30 glandeuses. Ces 30 glandeuses, c'est une Europe qui a cru pouvoir être encore dominante dans certaines affaires mondiales, qui a cru pouvoir expliquer à une partie du monde ce qu'il faudrait faire, et qui a cru qu'une partie du monde, si ce n'est tout le monde, suivrait les dynamiques et valeurs européennes. Et on s'est gargarisé pendant une trentaine d'années sur la fin des conflictualités, la fin des productions qui se touchent, donc l'industrie ou l'agriculture n'étaient pas forcément vues comme des secteurs du XXIe siècle. Et nous avons fait bosser aussi une partie de la planète à notre place. Ayons l'honnêteté de le reconnaître, y compris pour trier nos déchets et nous permettre d'avoir des courbes de décarbonation plus avantageuses que d'autres dans cet intervalle de temps. Ce qui se passe depuis 2-3 ans, c'est le fait que l'Europe se rend compte que cette pause stratégique se traduit sur le retour de certains inconforts sanitaires, militaires, et la nécessité de se remettre à produire dans un certain nombre de domaines essentiels qui, finalement, n'ont pas disparu des écrans radars internationaux, au contraire, et qui nous reviennent aujourd'hui sur la table des grands enjeux contemporains et sur lesquels il y a un certain nombre de constats doivent se poser. Mon deuxième point, c'est précisément de dire que l'Europe, plus forte à 27 qu'à 15, ce qui est très vrai sur le plan agricole et alimentaire, puisque l'élargissement européen décuple les puissances en volume, en diversité et en capacité justement face à des aléas climatiques ou autres que le monde agricole connaît invariablement, de lisser les chocs. On est plus fort, plus nombreux que tout seul sur un sujet aussi sensible et délicat que celui de l'agriculture et de la sécurité alimentaire. Et accessoirement, si on remonte très loin dans le temps, je rappelle que
l'Europe est la meilleure illustration mondiale et historique que la sécurité alimentaire repose d'abord et avant tout sur la stabilité, la politique, la confiance collective et la capacité des uns et des autres de travailler ensemble pour réduire des incertitudes. On n'a pas trouvé plus d'eau, plus de terre après la Seconde Guerre mondiale, on a arrêté de se taper dessus. Donc en fait, la réalité mondiale aujourd'hui dans certaines zones du monde qui se portent moins bien que l'Europe en termes de sécurité alimentaire, c'est que la gouvernance, la confiance collective, la constance d'engagement sur certains secteurs ne sont pas du tout identiques. Et ça, je ne vous apprends rien en disant cela. Mais ça me permet, sur ce deuxième point, de dire relativisons, en 2024, dans le débat européen, nos faiblesses supposées stratégiques. Autant je suis peut-être provocateur sur le point 1 en disant que l'Europe doit sortir des 30 glandeuses et comprendre qu'on est dans certains secteurs, et j'y reviendrai, peut-être contraint de repenser l'incertitude stratégique et pas juste climatique, mais évidemment le climat est aussi une incertitude stratégique. Mais l'Europe doit relativiser aussi la situation. Pourquoi je dis cela? Parce que il y a dans les relations internationales depuis plusieurs années la montée en puissance de plein d'acteurs qui n'ont pas le choix que de monter en puissance et qui bousculent les positions de certains qui dominaient. Et ce n'est pas parce que vous êtes déclassé, parce que éventuellement certains vous passent au-dessus, parce qu'ils ont mis le turbo, et parce qu'ils sont plus gros, et parce qu'ils mettent plus de moyens, ou ils sont plus déterminés. Ça, je vous laisse juger des dynamiques qui priment dans ce genre de trajectoire, que si vous êtes déclassé, vous êtes en déclin. Il ne faut pas confondre en géopolitique déclassement et déclin. L'Union européenne, aujourd'hui, elle est plus performante d'un point de vue agricole et alimentaire qu'il y a 20 ans. Mais elle est peut-être moins dominante et moins confortablement installée qu'il y a une vingtaine d'années. L'Europe reste la meilleure intégration économique, sociétale, normative, avec en plus cette touche environnementale qui la différencie sur l'échelle internationale, ce qui fait que sa performance agricole et alimentaire n'a pas sa pareille à l'échelle internationale. Ça reste la première puissance à l'exportation sur le plan agricole et agroalimentaire. C'est aussi une zone qui importe énormément, j'y reviendrai, mais c'est aussi une Europe qui a été capable, depuis 30 ans, d'être en pointe sur les transitions écologiques. Le verdissement de la politique agricole commune a démarré dans les années 90. Il n'a pas démarré avec le pacte vert en 2019 ou la crise du Covid qui aurait révélé aux uns et aux autres que l'agriculture était centrale dans l'équation climatique. Ça fait 30 ans que ce processus est lancé. Et donc on a une Europe qui, aujourd'hui, n'est pas dans une situation agricole et alimentaire qu'il faudrait exagérément déclarée périlleuse. On a des précarités alimentaires en Europe, certes, mais nous ne manquons de pas grand-chose, y compris parce qu'on importe beaucoup. Et ce que nous n'avons pas, et là je laisserai les camarades l'illustrer, on manque de volume sur certaines gammes de produits parce qu'on a arrêté d'en faire. On a désindustrialisé, on a arrêté d'investir dans des filières et on a des compétitivités sur certaines filières dans le monde qui sont bien meilleures qu'ici. Et comme les consommateurs sont dans un système open bar depuis 30 ans, c'est-à-dire qu'on a tout le temps, tous les jours, même la nuit en cliquant depuis son smartphone, le sujet alimentaire, pour beaucoup de citoyens européens, c'est qu'aujourd'hui, il y a un sujet juste autour du prix. Et en fait, sur le sujet du prix, là aussi on retrouve de l'inconfort. C'est-à-dire que les Européens, les citoyens européens, les consommateurs, moi ce que je suis, on a grandi dans un système où l'alimentation était une part sans cesse diminuée dans le budget des dépenses. Et on n'a pas expliqué en parallèle que cette politique agricole commune était en fait une politique alimentaire citoyenne qui, depuis plus d'un demi-siècle, met en sécurité, sur le plan des volumes, de la qualité et même des prix, les consommateurs. Les bénéficiaires de la PAC, ce ne sont pas les agriculteurs. Les bénéficiaires de la politique commune de la pêche, ce ne sont pas les pêcheurs. Petite parenthèse, ne raisonnons pas sur la souveraineté alimentaire européenne avec uniquement une obsession terrienne. L'Europe, c'est aussi une puissance maritime. La pêche fait partie des activités qui remplissent nos assiettes. Je pense que de temps en temps, vous mangez quelques bébêtes qui viennent de la mer et qui viennent de plus en plus d'une activité terrestre ou littorale qui s'appelle l'aquaculture,
où nous avons une illustration parfaite d'une Europe qui était en pointe il y a 50 ans, et puis en fait on n'a pas osé miser sur l'aquaculture parce que ça renvoyait à des sujets, y compris industriels et de développement, avec de nouveaux modèles. On a laissé la pétromonarchie norvégienne développer l'aquaculture, hein, et donc la Norvège a utilisé ses fonds économiques hydrocarbures pour développer l'aquaculture, ce que l'Écosse a aussi fait accessoirement avec les mêmes ressources au départ. Et l'aquaculture, aujourd'hui, on est en retard. Et la pêche, il y a tout le sujet Brexit, etc. Donc n'oublions pas la pêche, mais ces politiques communes, qu'elles soient celles sur la pêche ou celles sur l'agriculture, les bénéficiaires, ce sont les consommateurs européens. Donc il faut relativiser les problèmes, et il faut relativiser les problèmes, me semble-t-il, parce que précisément, l'état du monde alimentaire n'est pas bon. Et ça, je le dis aussi parce qu'il y a un an, je me souviens qu'on a ouvert le salon international de l'agriculture en France en disant sécheresse, sécheresse en France, on manque d'eau. Il y a des pays dans le monde où, en fait, il n'y a jamais d'eau. Et il n'y a jamais d'eau tous les ans. Et en fait, l'eau, la terre, le climat, la paix, la stabilité, la confiance, les institutions, la possibilité pour des agriculteurs d'investir l'avenir en confiance parce que c'est un métier qui a besoin de temps long, ça c'est un avantage stratégique européen massu. Donc on peut en effet se dire, il y a plein de problèmes en Europe ou en France sur les sujets agricoles alimentaires, de temps en temps faire un pas de côté à la fois temporel et spatial nous permet de relativiser. Néanmoins, point 3, et je serai plus bref, est-ce qu'on est sur la bonne trajectoire ? Excusez-moi d'être un peu direct. En fait, non. Pourquoi ? Parce qu'on ne prend pas la mesure, 1, de la marche mondiale, 2, que l'Europe est en train de prendre conscience de cet inconfort stratégique dans lequel elle va se situer désormais, mais le réveil est insuffisamment massif, et nous avons autour des questions agricoles, la même problématique que dans le domaine militaire que je connais un peu par mes activités, que vous connaissez par cœur, c'est-à-dire que quand vous devez relancer du capacitaire, ça prend du temps. Et donc la relance capacitaire agricole européenne, qui consiste en fait aujourd'hui, non pas à dire on est nul et on doit redevenir moyen, mais on est bon, comment le rester, sachant qu'il y a un monde qui galope, et qu'en même temps, nous avons au niveau européen des atouts à cultiver et on ne peut pas avoir un agenda agricole qui soit uniquement basé sur la décroissance des émissions carbone. En revanche, c'est absolument indispensable. Mais là où moi je dis depuis 2-3 ans, attention, nuance, décroissance des émissions carbone, certes, mais intensification de la croissance de la sécurité humaine en parallèle. Et cette sécurité humaine, c'est la sécurité alimentaire de tout à chacun, c'est la sécurité de revenus pour des producteurs, c'est la sécurité de reconnaissance sociétale des uns et des autres sur le fait que agriculteurs, métier d'avenir, métier indispensable, agro-industrie, première industrie européenne, première industrie en France. Et rappeler qu'évidemment, le bon prix dans le monde d'aujourd'hui et de demain, le bon prix de l'alimentation, c'est celui qui est bon pour la planète, bon pour sa santé, bon pour le producteur, bon pour le territoire. S'il n'est pas bon dans ces 4 dimensions, il n'y a pas un juste prix. Donc en fait, ça veut dire que plus vous dites que l'alimentation doit rester pas chère, plus vous faites un discours rétroviseur. Ça n'a aucun sens avec les enjeux contemporains. Donc il faut aligner nos valeurs avec nos pratiques. Les transitions, on le sait, ce sont que des contraintes. C'est ça qu'il faut expliquer à la société sans être dans la nuance, je crois, en expliquant avec lucidité qu'il y a des choses qu'il faudra faire autrement, pas en revenant en arrière, mais autrement, et en même temps en se disant qu'il y aura des arbitrages un peu plus douloureux ou des frottements un peu plus fréquents sur certains enjeux. Donc on est sur une bonne trajectoire sur l'enjeu climatique, mais on est en retard sur le fait qu'on n'a pas maintenu une espèce de robustesse stratégique avec une vue d'ensemble très transdisciplinaire sur les questions agricoles et alimentaires, et que cette relance du capacitaire prendra inévitablement du temps. Vous voyez que, par exemple, à l'échelle française, la relance sur le plan de souveraineté en fruits et légumes, l'annonce est de gagner 10 points d'ici 2035. Bon. Et comme j'ai dit dans un débat avec le ministre il y a un an, c'est une très très bonne nouvelle que les Français ne consomment pas 5 fruits et légumes par jour et que le plan nutrition santé est un échec. Parce que si tout le monde mangeait 5 fruits et légumes par jour en France aujourd'hui, il faudrait tripler les importations ou tripler la production. Vous voyez nos paradoxes. C'est-à-dire qu'on a eu des grandes ambitions
Et on n'a pas donné les moyens derrière d'avoir une traduction opérationnelle, physique, parce qu'on a cru que ce siècle serait un siècle immatériel, ce qu'il n'est pas. Il y a une compétition sur les ressources à l'échelle internationale qui s'intensifie. Et ce que je voudrais vous dire pour conclure, c'est que cette Europe, que j'appelle un peu globally alone, hein, c'est-à-dire qu'elle a raison, mais souvent toute seule. Elle fait le bon diagnostic sur plein de sujets, y compris sur ce qu'il faut faire pour la trajectoire agricole. Mais attention, il y a une partie du monde qui ne suit pas du tout l'agenda européen. Donc attention à la désynchronisation et attention, par conséquent, aux effets boomerang du type on ne doit plus importer. Ben, ça veut dire attention à l'export. Est-ce que ça a comme conséquence sur l'économie, la compétitivité de certaines filières, l'emploi en Europe ou en France qui est lié à l'export, ou au rayonnement parfois de nos productions ou même de nos valeurs sociétales et environnementales à travers des productions. Donc attention à ce côté boomerang, plus d'import versus les réactions des uns et des autres. Et attention également avec le fait que sur le climat, il y a une partie du monde quand même qui est en train de se demander, et notamment au sud de la Méditerranée que je connais bien, l'Europe, ok, vous allez être en train de verdir et éventuellement vous faites un choix de ne pas produire plus demain, voire même de produire moins. Nous, on n'a pas les possibilités d'augmenter la cadence et donc on vous prévient, la misère sera moins pénible sous la pluie. Et ça, il faut le penser à l'échelle de plusieurs décennies, ce qui veut dire qu'on n'est pas du tout certain d'avoir 500 millions d'Européens sur le continent européen après 2050. On verra si hiver démographique il y a. Mais ça veut dire aussi que sur ce registre-là, je me permets vraiment d'insister sur ce point. Pour moi, l'Europe, c'est une Europe qui est ouverte dans un monde qui s'est terriblement fermé depuis 3 ans. Et si l'Europe se ferme, c'est plus l'Europe. Mais il y a des paradoxes à gérer. Ça veut dire aujourd'hui la main-d'œuvre en agriculture ou dans l'agro-industrie, pas sûr qu'elle soit européenne, vrai sujet. Vrai sujet. Le métissage socio-culturel en Europe, il se fait par l'alimentaire. Vrai levier à doper dans les prochaines années. Il n'y a plus beaucoup d'incubateurs sociaux en Europe, il faut en fabriquer par l'alimentaire. L'alimentation, c'est le partage, c'est l'échange, c'est un lien social et c'est du plaisir au quotidien qu'il ne faut pas sous-estimer. Et il y a un troisième point pour moi qui est absolument clé, c'est l'illustration par l'Ukraine. C'est-à-dire qu'évidemment, il faut être dans l'aide à l'Ukraine, et je recalculais là juste à l'instant, je rappelle qu'en 2 ans, la moyenne par jour de l'aide européenne multilatérale et bilatérale, c'est 116 millions d'euros. Je ne vois pas, et je connais un peu le dossier agricole ukrainien européen et ça pose plein de problèmes. Je travaille là-dessus avec les autorités françaises depuis le début de février 22 sur les enjeux à court et long terme. Je me permets d'attirer l'attention sur le fait que je ne vois pas comment on pourra expliquer si l'Ukraine est amenée à rentrer dans l'Union européenne. Je ne vois pas comment on pourra expliquer du jour au lendemain à monsieur et madame tout le monde, écoutez, on a mis 116 millions d'euros par jour pour aider ce pays, mais maintenant qu'il est dans le club, il pose problème. Ça, ce sera difficile à expliquer. Ça veut dire qu'il y a une vraie illustration d'une Europe sur l'Ukraine qui, selon moi, a du mal à défendre ses intérêts et ses valeurs en même temps. Et comme je dis toujours, vaut mieux une générosité intéressée qu'un désintérêt égoïste, parce que l'Europe qui se ferme, ce n'est pas l'Europe qui ressemble à son projet initial. Merci. Merci de votre intervention. Alors, je me permets, avant de laisser les autres orateurs, parce que l'objectif de ce type d'audition, c'est de déclencher en nous des connexions synaptiques ou neuronales, et vous en avez déclenché 2 en ce qui me concerne. La première, c'est, je ne sais pas si je peux être complètement d'accord avec ce que vous dites, quand la PCP et la PAC correspondent finalement à un avantage qu'on donne directement aux consommateurs. J'ai 2 exemples clairs. Quand la PCP finance des arrêts temporaires de fonctionnement de bateaux ou du plan de sortie de flotte, je ne sais pas si ça bénéficie aux consommateurs.
Idem pour la PAC, quand on va financer 4% de jachère, en tout cas c'est la volonté de la Commission, et donc de la non-production, je ne sais pas si ça bénéficie aux consommateurs. Donc première réflexion de fond sur ce que vous avez dit, même si ça n'est pas une contestation, mais c'est une réflexion complémentaire. Et puis la deuxième, c'est celle qui concerne l'Ukraine. Je suis vraiment d'accord avec ce que vous dites. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une forme de cynisme politique majeur à l'échelle européenne, où tout le monde dit qu'il faut intégrer l'Ukraine pour des raisons géopolitiques, parce que c'est vachement grave, mais qu'on sait très bien qu'on risque d'aller dans le mur en chantant. Donc, non, mais c'est réel. Moi, je pense pas, je ne revendique pas, mais j'ai été un des premiers à dire que la question ukrainienne avec la PAC, en y allant il y a presque 2 ans avec le président Larcher en Ukraine, qu'on a eu une rencontre avec l'ambassadeur et les Français implantés économiquement en Ukraine, et je me rappelle d'avoir vu ce céréalier qui nous disait, qui était d'ailleurs pas un céréalier, qui était un vrai chef d'entreprise, qui disait « Moi, je suis propriétaire de 30 000 hectares et je fais 30 000 hectares de céréales. » Donc, et là, vous vous dites « Attendez, 30 000 hectares, ça fait quoi par rapport à nos exploitations ? Et quand ça va rentrer, ça va... » Et je me suis intéressé, globalement, l'Ukraine produit en céréales et exporte quasiment 2 fois la production de l'Union européenne. Donc c'est quand même considérable. Voilà. Donc 2 réflexions que je porte aussi à la réflexion de mes collègues en disant, voilà, réfléchissons bien. Hier, vous savez, on a eu une table ronde sur la pêche, eu égard, et on l'a demandé en urgence avec Alain Cadec, eu égard non pas au plan de sortie de flotte, mais aux interdictions que prônent les Anglais sur leurs eaux. Et donc là... la PCP, elle va finalement financer de la non-pêche. La non-pêche. Et donc de la non-production, donc de la non-conduite, et donc c'est le paradoxe. Merci. Et excusez-moi cet intermède, mais je voulais vraiment réagir dans l'immédiat. Ça n'aurait plus eu de sens dans 1 heure. Merci. Je voudrais commencer par votre propos introductif, monsieur le sénateur. Souveraineté alimentaire à l'heure de la mondialisation. Je crois qu'il y a un paradoxe dans l'expression, puisque c'est précisément parce qu'aujourd'hui cette mondialisation est contestée, qu'elle n'a pas réalisé tous les objectifs qu'elle s'était fixés à partir des années 80. Et pour l'agriculture, on voit bien qu'à partir des négociations du GATT en 86 jusqu'à la signature des accords de Marrakech, eh bien, cette mondialisation l'absorbe, cette agriculture. Elle était relativement protégée jusque-là, sauf sur des dimensions relativement techniques. Mais à partir de ce moment-là, on intègre la mondialisation et on estime que, finalement, la fluidité des échanges par des démantèlements de droits de douane ou par des réglementations non tarifaires permettrait d'emboîter les spécialisations et que finalement on allait pouvoir arriver à un optimum commercial. On oublie souvent quand on parle de libre-échange que pour échanger il faut d'abord produire. Et donc par voie de conséquence on a bien vu qu'au bout d'un moment la question de notre production agricole devenait cruciale. Donc c'est précisément, je pense, parce que cette mondialisation s'est mise en place à partir des années 80 qu'elle a absorbé le secteur agricole progressivement, que l'idée de souveraineté alimentaire a été repoussée, puisque les États-nations devaient se fondre dans une espèce de communauté commerciale, un commerce multilatéral, et donc l'idée de souveraineté alimentaire en particulier s'effaçait par la force des choses. Et lorsqu'on s'aperçoit que cette mondialisation ne donne pas les résultats escomptés et que surgit des chocs à la fois sanitaires et militaires, eh bien, on restaure maintenant cette souveraineté alimentaire, comme un certain nombre de pays, en particulier les États-Unis, avaient restauré l'idée de sécurité au lendemain des attentats du 11 septembre 2001. Donc là, il y a quelque chose qui mériterait un examen. Il y a un paradoxe. Cette mondialisation n'a pas donné ses résultats. Et on revient finalement, et un certain nombre d'observateurs, d'historiens, d'économistes constatent aujourd'hui qu'il y a un retour de l'État-nation. Ce qui justement pose du coup un certain nombre de problèmes, puisque, il faut définir ce que l'on entend par souveraineté alimentaire.
lui affecter, une fois que cette définition a été trouvée, un certain nombre d'indicateurs qui peuvent montrer qu'on a décroché ou on n'a pas décroché dans tel ou tel domaine. Et pour l'Union européenne, ce qui pose de plus en plus de problèmes, c'est de savoir si cette définition qu'on peut trouver de la souveraineté alimentaire est partagée par nos 26 partenaires au sein de l'Union européenne. Parce que j'ai un peu l'impression, même s'il y a de l'écho dans un certain nombre d'États membres, que cette souveraineté alimentaire est quand même portée par la France. Et que de ce point de vue-là, j'ai quand même constaté que, jusqu'à présent en tout cas, elle était un peu isolée au sein de l'Union européenne. Donc Sébastien a rappelé les grands avantages et les perspectives positives de l'Union européenne, mais là, il y a quand même un angle mort. Il va falloir un jour ou l'autre que l'on se mette d'accord, si l'on veut préserver et persévérer dans notre être, qu'on se mette d'accord sur ce qu'on veut faire de notre agriculture et de notre souveraineté alimentaire. Je partage toutefois le constat de Sébastien sur le positionnement de l'Union européenne. Il est vrai que nous sommes le premier exportateur mondial de produits agricoles. Nous avons supplanté les États-Unis depuis maintenant un certain nombre d'années. Et je ne parle qu'en termes extra-communautaires. C'est-à-dire que si on exclut les échanges intra-communautaires, nous sommes encore les premiers exportateurs mondiaux. Donc là, de ce point de vue-là, on n'a pas véritablement décroché. Au contraire, on a progressé. Et on le doit à l'échelle européenne à une poignée d'États membres, dont la France, qui dégage encore un excédent. Alors j'entends beaucoup parler depuis un certain temps que nous décrochons en termes de compétitivité. Certes, mais c'est le jeu de la mondialisation et de l'européanisation d'une certaine façon, je reviendrai là-dessus dans un instant, que de voir, quand on s'ouvre, des concurrents qui nous rattrapent, parce qu'ils ont eux aussi des opportunités, des objectifs d'élévation des niveaux de vie, etc., et parfois nous dépassent. Donc, je crois que moi, sur le cas français, il n'y a pas de décrochage réel. Nous n'avons plus connu de déficit commercial en produits agricoles et alimentaires depuis 1977. Donc ça s'inscrit dans la durée. Et ce n'est pas parce qu'entre 2022 et 2023, on a perdu 4 milliards d'euros que la situation est dramatique, catastrophique ou préoccupante. Il y a encore des points forts. Et quand on regarde la liste des points forts et la liste des points faibles, ce sont exactement les mêmes depuis une quarantaine d'années. Les fruits et légumes qui ont été évoqués, c'est un déficit qui se creuse. Il y a encore 2 filières d'excellence que sont les pommes et la pomme de terre où l'on est encore excédentaire, mais ça s'inscrit sur la durée. Ça fait 40 ans que le déficit en fruits et légumes, et notamment en fruits et légumes transformés, est présent, s'est développé, et on se demande bien comment on va pouvoir tordre le bâton dans l'autre sens. Parce que ce n'est pas uniquement un problème de production de fruits et légumes, mais il y a aussi toute l'industrie qu'il y a derrière, où l'implanter, où la localiser, comment investir dans un certain nombre de légumeries, quel est le degré d'acceptation sociale maintenant de la présence d'une industrie à proximité du domicile, etc., etc. Là où, en revanche, le problème de la dépendance de la France et du recul de sa compétitivité et par voie de conséquence, c'est une espèce de fissuration de sa souveraineté, c'est sur l'Union européenne. Sur les pays tiers, il n'y a pratiquement aucun problème. Quand on regarde depuis maintenant 4 ans l'évolution du solde commercial agroalimentaire sur l'Union européenne, il est devenu déficitaire. Alors que sur les pays tiers, il ne cesse de grimper. Alors, il peut y avoir des à-coups, des plafonnements selon les années, mais l'essentiel de notre excédent maintenant provient des pays tiers. C'est-à-dire que le débouché naturel que nous avions avec l'Union européenne, il a été pulvérisé par l'élargissement successif de cette Union européenne. La Pologne, alors il y a eu l'Espagne au début évidemment avec les questions de fruits et légumes, puis la viande porcine, mais la Pologne s'est positionnée, quand elle est rentrée dans l'Union européenne, elle a capté les aides PAC auxquelles elle avait droit, elle était éligible en tant que nouvel État membre, et elle a exploité ces dispositifs de soutien pour moderniser son appareil de production, passer d'une moyenne de superficie d'1 hectare par exploitation en augmentant, en agrandissant et en exportant par la suite. Donc Yves va revenir sur la question de la volaille, mais
La Pologne est le premier fournisseur de l'Union et de la France maintenant en viande de poulet, devant la Belgique, l'Allemagne et les Pays-Bas. Donc ça montre bien que quand il y a en économie une ouverture sur un certain nombre de territoires, de pays, il ne faut pas s'étonner trop de voir des concurrents apparaître et nous menacer. Donc c'est pour ça qu'il faut continuer évidemment à se battre. Donc, je tiens quand même à préciser ce point. C'est vraiment sur l'Union européenne que ça pose problème. Elle peut avoir de l'avenir, cette Union européenne. Il faut qu'elle en ait, il faut qu'elle soit ouverte. Mais il y a un certain nombre de réglementations qu'il faut revoir. Tout le logiciel européen, à mon avis, doit être révisé à l'aune de ce qui nous entoure. Bon. Donc, si on prend les indicateurs de souveraineté alimentaire tels que les propose France-Agrimer, par exemple, et c'est ce que vous avez dit, monsieur le sénateur, il n'y a pas de décrochage de la souveraineté alimentaire. On a à peu près la moitié des filières qui sont excédentaires et qui permettent d'avoir un auto-approvisionnement, avec des filières qui sont plus ou moins fragilisées depuis un certain temps, mais qui restent à l'équilibre, et d'autres filières qui sont historiquement et structurellement en situation de déficit, avec l'apparition maintenant de filières qui, comme la volaille depuis un certain nombre d'années, ont basculé d'une situation d'autosuffisance, voire même d'exportation nette, à une situation de déficit. Donc là, il y a certainement des examens à mener en profondeur pour voir quelles sont les origines. Quand on regarde les chiffres et les courbes, on voit bien que le point d'inflexion en matière de commerce de poulet en particulier, c'est le tout début des années 2000, c'est-à-dire quelques années après la signature des accords de Marrakech qui obligeaient le marché intérieur à s'ouvrir à un certain nombre de produits en provenance de pays qui avaient demandé cette ouverture du marché européen. Alors ensuite, je pense que la définition est extrêmement complexe à trouver sur la souveraineté alimentaire. J'ai souvent l'habitude de m'appuyer sur la définition qui en est donnée par la science politique et qui renvoie à cette idée fondamentale d'autonomie de décision. Nous devons, si nous voulons être souverains en termes alimentaires, décider ce que nous avons à faire par nous-mêmes et pour nous-mêmes, et la science politique rajoute, sans en référer à une quelconque instance extérieure. Et là, nous tombons sur des problèmes redoutables, en particulier avec l'Union européenne. Le droit communautaire, le droit national. Bon. Donc ça, c'est quelque chose de très important, et c'est pour ça que je soulignais tout à l'heure que cette notion de souveraineté alimentaire n'était absolument pas partagée par l'ensemble de nos partenaires européens. Et des menaces, il y en a. Et c'est pour ça que la souveraineté européenne mériterait d'être examinée, étudiée, construite, organisée, parce que les menaces, il y en a beaucoup. Et le temps va très vite. Il suffit de regarder ce qui s'est passé avec la Russie en l'espace de 20 ans. Vous avez eu une Russie qui s'est propulsée premier exportateur mondial de blé, qui, d'après ce que j'ai appris hier, s'était fortement implanté sur le marché algérien au point d'envisager d'évincer le premier fournisseur de ce pays qui est la France. Donc là, il y a des signaux qu'il faut avoir à l'esprit pour essayer, comment dit-on, de réarmer le secteur agricole pour qu'il ne recule pas. Bon. Parce qu'il y a un indice qui doit nous interpeller, c'est la position américaine. Je suis frappé de voir que depuis 4 ans, les États-Unis, qui n'avaient pas connu le moindre déficit commercial agroalimentaire depuis 1950, sont maintenant déficitaires. Et ce n'est pas 2 ou 3 milliards maintenant, c'est 15, 20 milliards, et ils se demandent bien comment ils vont inverser la situation. Donc cette puissance économique qu'on a connue, cette puissance hégémonique depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, qui avait aussi assis sa puissance sur le secteur agricole et alimentaire, est en train de reculer. C'est des problèmes évidemment climatiques, c'est des importations massives de fruits et de légumes en provenance du Mexique. Que n'a-t-on dit à l'époque de l'ALENA, l'accord de libre-échange nord-américain qui allait pulvériser l'agriculture mexicaine? Maintenant, ils en retirent les bénéfices.
Ils empêchent même l'accès du maïs américain sur leur propre marché et ils exportent en masse des fruits et légumes, ce qui fait que c'est le premier poste déficitaire de la balance commerciale américaine. Mais je pense que ça, c'est un indicateur qu'il faut avoir à l'esprit, parce que si on y prend garde, on peut être encore puissant à l'échelle européenne. La France fait partie des rares États membres à dégager un excédent commercial, mais on voit bien qu'il y a quand même des menaces ici ou là et que la position déclinante des États-Unis doit être dans les esprits européens pour essayer de prendre des décisions souveraines, justement, et essayer de préserver et de rebondir sur nos propres avantages comparatifs. Je voudrais juste terminer, puisque ça a été évoqué, sur la question de l'Ukraine. Yves reviendra, j'imagine, sur les importations de poulet, mais on peut parler des importations d'œufs, des importations de sucre. L'Ukraine est quand même devenue le deuxième fournisseur de l'Union européenne en 2023 de sucre, derrière le Brésil maintenant. C'était 20 000 tonnes d'importation avant la guerre, c'est plus de 400 000 maintenant, et la perspective, c'est 700 000. Donc, il y a un paradoxe dans l'Union européenne et dans certains États membres à vouloir ralentir la production de betteraves pour faire du sucre, alors que le marché est ouvert au sucre ukrainien. Mais il me semble que la perspective, puisque j'ai commencé à regarder avec un certain nombre de chiffres ce qui pourrait se passer, mais la perspective d'une adhésion de l'Ukraine pose un certain nombre de problèmes. Est-ce que ça va être une Ukraine dans son intégrité territoriale? Est-ce que ça va être une Ukraine partitionnée? Quelle va être la part du budget qu'elle va apporter à la politique agricole commune? Quelle va être l'enveloppe qu'elle va recevoir au titre de la politique agricole commune? N'y a-t-il pas un risque de voir basculer le centre de gravité agricole plutôt vers Varsovie et Kiev, du coup, même s'il y a des conflits entre les deux États au sujet des importations ukrainiennes, justement. Enfin, ce qui s'est passé sur le blé ukrainien il y a 48 heures, qui a été détruit en Pologne, interpelle quand même sur l'état de l'Union européenne. Donc il faut réfléchir aux conditions dans lesquelles on va négocier cela. Parce qu'il peut y avoir une aide apportée à l'Ukraine au sens géopolitique, un partenariat. Sébastien a rappelé les 116 millions d'euros d'aide quotidienne versée à l'Ukraine. Mais entre-temps, on en a fait un rival commercial et un rival agricole. Et là, il va falloir trancher dans un sens ou dans un autre, car la perspective, je vais faire comme Sébastien, je vais essayer de vous faire une phrase choc, ça sera la seule pour moi. Mais il me semble que la perspective d'adhésion de l'Ukraine, il faut que Bruxelles prenne ses responsabilités, est une menace pour la cohésion de l'Union européenne. Et je pense que ça viendra par le secteur agricole. Je vous remercie. Merci. Je rappelle aux collègues, vous pouvez commencer à vous inscrire si vous voulez vous exprimer. Allez, troisième intervention. Donc, à mon tour, je vais évoquer la souveraineté. Alors, au travers du cas poulet, puisqu'au titre d'Agridé, nous avons commis une note sur le cas poulet. Ce n'était pas une enquête policière, c'était d'essayer de regarder au travers d'un animal assez modeste, le poulet, ce que voulait dire l'application du concept de souveraineté et est-ce qu'on pouvait approcher une forme de définition. Je m'inscris en complément de mes deux collègues et amis auparavant. C'est vrai qu'on réfléchit sur la souveraineté alimentaire, ça paraît quasiment impossible d'en donner une définition précise. Par contre, par itération, on peut essayer d'approcher l'objectif d'une définition. C'est évoqué tout à l'heure. François Grimer, l'année dernière, a rendu un ouvrage dont le titre était Souveraineté alimentaire, un éclairage par les indicateurs de bilan. Et là, François Grimer a donné une définition qui me paraît intéressante. La définition, c'est capacité d'autodétermination d'un État, ou de l'Union européenne, sur les systèmes alimentaires qui se déploient sur son territoire. On peut partir de là, parce que capacité d'autodétermination, je pense que c'est un très bon concept. Comme l'a dit Sébastien avant et Thierry, le sujet, ce n'est pas les barrières aux frontières. On exporte, mais on importe beaucoup. Les deux sont source de richesse.
Donc l'objectif, ce n'est pas de s'enfermer. Donc le concept de capacité de détermination, donc du choix d'un État dans sa souveraineté, comme l'a décrit Thierry, c'est ça qui est décisif. Moi, l'exemple qui me vient en tête de façon décisive sur qu'est-ce que c'est que la souveraineté, c'est l'exemple chinois. La Chine, je crois, il y a environ 7% du territoire chinois qui est en surface agricole utilisable. Donc dès le début, ils ont eu à faire des choix, et le choix, ça a été de mettre en priorité la culture céréalière. Certes, ils importent un peu, ce qui pour nous est beaucoup, mais de façon décisive, le bol alimentaire, ce sont les céréales. Et la Chine est un producteur colossal de céréales. Du coup, les oléagineux viennent en second rang. C'est dans le bol alimentaire, mais en second rang. Donc, c'est caractéristique, je pense, de ce qu'est réellement la souveraineté. Ce n'est pas un enfermement et tout, c'est un choix. Dans la situation climatique et pédo-agricole dans laquelle on est. Voilà. Alors, l'autre élément, en dehors du mot d'autodétermination, c'est sur les systèmes alimentaires. Ça aussi, c'est un sujet important, parce que la PAC n'est jamais isolée. Il faut toujours insérer la PAC dans la chaîne alimentaire. Bien sûr, pour aller jusqu'au consommateur, si on débat beaucoup en France, notamment sur Egalim, c'est bien qu'il y a un sujet agriculture, chaîne alimentaire, consommateur. Donc le terme de système alimentaire est fondamental. Territoire, ce n'est pas au Sénat que je vais évoquer le mot territoire. Donc à partir de là, je pense que l'essai de définition sur lequel on peut réfléchir en 2 ou 3 minutes ensemble, c'est l'essai de définition qui avait été proposé lorsqu'il y a eu, à l'automne, ou à la fin de l'été plutôt dernier, un essai de définition de la souveraineté alimentaire dans le projet de loi d'orientation agricole, qui va revenir dans le process. Mais à l'époque, déjà, il y avait un essai d'écriture de ce que serait la définition de la souveraineté alimentaire. Et qu'est-ce qui a été rédigé dans le projet de PLEA fin août, début septembre? Capacité de la France, auprès de l'Union européenne, à assurer son approvisionnement dans le cadre du marché intérieur de l'Union européenne et de ses engagements internationaux. Et là, ça mérite vraiment réflexion pour approfondir ces deux sujets, notamment le « et », évidemment. Alors évidemment, sécurité des approvisionnements, pour ceux qui s'intéressent au droit et tout, c'est l'article 39 de l'Union, du traité historique, sécurité des approvisionnements, c'est un des 5 points, évidemment, des objectifs de la politique agricole commune, donc on retrouve cette terminologie. Mais si on reprend les 2 points, et de ces engagements internationaux, là, il y a un problème. Parce que si effectivement l'approvisionnement du marché intérieur s'appuie sur les engagements internationaux qui sont assez souvent décalés en termes de politique commerciale commune par rapport aux objectifs de la politique agricole commune, chacun sait qu'il y a un hiatus entre la politique commerciale commune et la politique agricole commune dans son organisation. Les décideurs ne sont pas les mêmes, le droit fondamental n'est pas le même. Et donc le « et », évidemment, pose problème, ne serait-ce que pour l'Ukraine. Bon, on ouvre la porte de l'Ukraine. Je peux vous donner, pour le poulet, je vais vous donner 1 ou 2 exemples quand même, mais à la fin de l'année dernière, le filet de poulet congelé origine ukrainienne, c'était moins de 3 € le kilo. À Rungis, c'était entre 6 et 7. Donc autant dire aux producteurs de volailles en France, arrêtez de travailler. Donc le « et », s'il n'est « et » sans complément explicatif, pose problème. Je vous ne parle pas évidemment de la problématique du Mercosur, mais je pourrais vous parler aussi de l'accord international qu'on a signé avec le Chili. On signe avec le Chili un accord qui est probablement intéressant, mais on y met quand même un contingent d'achat de volaille. Donc la volaille, elle vient de l'autre côté de l'Amérique du Sud et traverse tout, et on achète de la volaille chilienne, sur un volume peut-être modeste. Et c'est aussi la problématique qui est toujours citée en avant. On considère toujours que les volumes sont modestes, mais pas besoin d'être un grand économiste pour savoir qu'entre volume et prix, il y a quelque chose de radicalement différent. Un petit volume peut décaler énormément les prix. Voilà. Donc le « et » ces engagements internationaux, on pourrait essayer de le corriger, mais quant à moi, je dirais « et » ces engagements internationaux, à condition qu'on soit dans des règles protectrices par rapport à un environnement, par rapport à des règles environnementales et sociétales. Sinon, les engagements internationaux sont tout de suite à mettre dans une situation où les agriculteurs français sont pénalisés. Ça, c'est les engagements internationaux, c'est la partie la plus facile. Tout le monde comprend bien aujourd'hui que, comme le dit Sébastien, pour les consommateurs, mais je dirais par rapport à l'international, ça ne doit pas être open bar. L'autre sujet qu'a cité Thierry, beaucoup plus redoutable dans la réflexion, c'est celui du fonctionnement du marché intérieur communautaire. Parce que quand on parle de PAC, le C de PAC, c'est commun. Tout le monde a ça en tête. Bon, c'est pas si commun que ça. Donc ça mérite de se poser la question, et notamment de se poser une question qui n'est pas une question purement théorique, c'est est-ce qu'il y a une souveraineté française à l'identique d'une souveraineté européenne quand on parle de politique agricole? On a le droit, et je dirais même on a le devoir de se poser la question.
non pas pour opposer. Personnel et le think tank Agridé est particulièrement pro-européen. Il s'agit d'approfondir le mécanisme. Donc y a-t-il à la fois une souveraineté nationale française pour nous et une souveraineté européenne? Bon, on peut en discuter sans refaire trop de droit. Vous savez que depuis le traité de Lisbonne, les articles qui concernent les différentes politiques ne classent pas les politiques dans le même registre. Le C de commun, excusez-moi, ça n'est pas une compétence exclusive. Quelles sont les politiques européennes qui sont de compétences exclusives des institutions européennes? Les douanes, bien sûr, la concurrence, on pourra en discuter, la politique commerciale commune, donc les échanges extérieurs que j'évoquais avant. Ça, c'est du ressort exclusif des institutions communautaires. Par contre, il y a des politiques qui sont à compétences partagées. Et la politique agricole commune, c'est deux droits. Là, je suis en train de vous citer un article du traité de fonctionnement de l'Union européenne, et une compétence qui est partagée entre les institutions communautaires et les États. Et je pense que c'est très important d'avoir ça en tête, non pas pour dissocier, non pas pour cliver, mais pour se dire que, notamment dans un registre où la subsidiarité a désormais son rôle, c'est inscrit dans le traité de Lisbonne depuis 2009, et en France, on a beaucoup de mal à interpréter l'application du traité de Lisbonne. On l'a pratiquement exclusivement interprété en disant que Lisbonne, c'est enfin le parcours final du Parlement européen qui atteint le fait de sa légitimité démocratique. Non, ça n'est pas que ça. C'est aussi un découpage des politiques entre exclusives et partagées qui font que la politique agricole ressort pour partie aussi des souhaits nationaux ou territoriaux régionaux. Et je pense que ça, il faut l'avoir en tête quand on veut s'interroger sur la souveraineté. J'ai parlé tout à l'heure de la modestie, du volatile et du poulet, mais l'Europe est très excédentaire sur ces marchés qui intègrent la volaille, les œufs, la génétique notamment. Ça vous intéresse? Par contre, je vais vous dire qu'en France, on consomme un poulet sur deux origine d'importation. Là, ça vous intéresse peut-être un peu plus. Pourquoi je dis ça? Encore une fois, non pas pour cliver et remettre de quelconque façon en désordre la marche progressive utile de l'Europe et du fonctionnement du marché européen, mais c'est que le marché intracommunautaire, ce n'est pas un lit de rose. C'est la fameuse idée du vélo qui, s'il s'arrête, tombe. Or, il y a beaucoup de sujets qui traitent de l'alimentation et donc directement ou indirectement de l'agriculture qui ressortent directement ou des législations nationales ou pour partie de compétences partagées au niveau européen. J'ai cité tout à l'heure Egalim, je pourrais vous citer l'étiquetage. En France, étiquetage Nutri-Score, oui, mais non obligatoire. Est-ce que c'est obligatoire quelque part? Nulle part. Est-ce que c'est interdit dans beaucoup d'endroits? Oui, notamment en Italie. Si on n'a pas le même étiquetage sur les mêmes produits à l'intérieur du marché intérieur collectif, on doit le dire que la question sur la souveraineté territoriale, nationale et européenne, c'est une bonne question. Je réinsiste en disant que c'est souligné de façon positive. Je crois que c'était dit avant, si je reprends le cas du poulet, le principal fournisseur de poulet non français qui est consommé en France, c'est la Pologne, qui a très bien su utiliser les armes de son adhésion pour armer, là on peut utiliser le terme, le fait productif, mais également l'industrie, de grands abattoirs robotisés, avec des coûts sociaux inférieurs. Et effectivement, la Pologne, du coup, est devenue une puissance en matière de volaille. Donc, la deuxième question que je voulais souligner auprès de vous, c'est les accords internationaux, oui, mais à condition qu'il y ait une protection contre des systèmes à fonctionnement sociétal, économique trop différents des nôtres. Mais il ne s'agit surtout pas de bloquer les frontières. Et il s'agit encore moins de contraindre, ce qu'on entend par-ci, par-là, les cas où l'agriculture française et européenne est performante. Le cas des céréales, par exemple, ou du vin. Je disais hier, Terra Nova, c'est quand même intéressant. Il faut manger un peu moins de production de produits animaux, il faut boire un peu moins de vin, et il faut aller dans un registre où finalement on doit recentrer dans la production plutôt nationale que communautaire, si j'ai bien compris, des allocations de production agricole, où il y a certes plus de protéines végétales, mais beaucoup moins de production et de consommation animale ou de vin. Je vous remets dans l'ordre les trois puissances du commerce extérieur français. Je vous les mets dans l'ordre pour rappel: vin, alcool, produits laitiers, donc production animale, production céréalière.
Donc, non, je ne critique pas, ou du moins si j'utilise le mot critique, c'est dans mon sens étymologique, c'est-à-dire de débat académique. Il faut écouter et débattre. Mais je souligne ce fait-là. Donc, les frontières extérieures de l'Union européenne, il faut être plus précautionneux, évidemment, mais l'Europe est une grande puissance, exportatrice par ailleurs, et importatrice, et pourquoi pas. Mais par ailleurs, dans le raisonnement de la construction intérieure, il y a effectivement des éléments à régler. Le Sénat y a travaillé avec la Commission économique sur les problématiques de compétitivité. On a très clairement des problèmes de compétitivité, mais pas seulement. On n'a pas que des problèmes de compétitivité. On a probablement aussi, dans un objectif productif durable, une problématique d'explication à nos concitoyens de ce qu'est le socle productif ou le fait productif. Et moi, ma conclusion, ça sera ça. La souveraineté, c'est quoi ? Lutter contre des importations qui ne sont pas hautement voulues, c'est quoi? C'est développer le socle productif. Le problème que nous avons, nous, y compris qu'on parle de socle productif durable, évolutif, engagé sur le plan environnemental, évidemment, il ne s'agit pas de refaire demain ce qu'on a fait dans le passé, c'est que le mot production ne soit pas connecté à l'adjectif non pas productif, mais plutôt productiviste. Et donc, production donne productivisme. Et donc là, on a tous ensemble, si on veut travailler sur la souveraineté, et c'est là que ça prend son importance, en poupée gigogne, territoriale, nationale, européenne, c'est tout ça, la souveraineté. On a un objectif d'explication du but à atteindre, qui n'est pas un but d'autosuffisance, évidemment, mais qui est un but où, quand un pays comme la France a le socle productif le plus important d'Europe, il est quand même assez légitime de se poser la question de son positionnement, certes d'importer aussi, mais de se dire qu'on peut faire mieux. C'est ça, comment dire, la souveraineté. C'est mettre en avant la capacité productive dans des conditions, évidemment, qui sont plus agroécologiques et plus durables. Voilà, monsieur le Président. Merci. Très bien. Juste une question que vous mettrez dans votre escarcelle des réponses à venir. Pensez-vous normal, et par rapport à ce que j'ai entendu de vous trois, qu'aujourd'hui l'Union, par rapport aux décisions qu'elle prend, et en particulier la Commission, n'est pas capable ou ne veut pas produire d'études d'impact sur les agricultures nationales, enfin sur le bilan d'agriculture nationale. On a récemment reçu Marc Fesneau en audition, on lui a posé la question, il a dit « je suis d'accord avec vous » et nous n'avons pas plus d'études que cela sur l'impact. Donc, je pense que, voilà, c'est important. Vous répondrez peut-être dans l'ensemble. On va prendre les questions. Pierre Cuypers d'abord, puis Karine Daniel qui se prépare. On prend les questions par trois, mais pour l'instant, j'en ai deux. Oui, merci, Président. D'abord, remercier nos trois intervenants que j'ai la chance de connaître par ailleurs dans mon expérience de vie professionnelle. Et la qualité de votre intervention aujourd'hui me fait penser que nous vivons peut-être dans deux mondes différents. À savoir que, oui, il y a l'Europe, oui, il y a la souveraineté européenne, mais peut-elle exister si, dans nos propres pays, si la France n'a pas sa propre souveraineté? Et je prendrai l'exemple de Thierry Pouche sur les accords qui ont été passés sur l'importation à droit zéro, parce que ça n'a pas été dit tout à l'heure, à droit zéro, de 20 000 tonnes, on passe à 700 000 tonnes d'importation de sucre. C'est-à-dire qu'on est en train de fragiliser l'ensemble de notre filière française d'une manière considérable. Et quand je dis ça, je le dis à court terme. Et à court terme, comment aussi comprendre que notre pays accepte ou mette en place, on le verra encore tout à l'heure en discussion sur la propriété, le patrimoine des sols en séance, qu'on s'impose une surtransposition de normes qui, aujourd'hui, fragilise terriblement notre souveraineté. Vous disiez un poulet sur deux est importé. Un poulet sur deux consommé est importé. C'est ce que tu disais, Yves, hein, tout à l'heure. Voilà, moi, je m'interroge. On a les élections européennes, là, bientôt. Je mesure aujourd'hui les difficultés de compréhension des agriculteurs et des filières françaises par rapport, justement, à cette situation. Alors, comment corriger et comment faire en sorte qu'un État, la France, puisse un peu s'imposer et ne pas en rajouter? Merci d'abord pour vos interventions, Karine Daniel, sénatrice de Loire-Atlantique.
Moi, sur les enjeux de souveraineté, vous l'avez évoqué, et si on se projette à long terme, et c'est appréciable de pouvoir se projeter à long terme, puisque là, la période qu'on vient de traverser a montré qu'on a aussi cherché des réponses parfois de court terme à J+1, J+2, qui paraissent quand même complètement décalées par rapport au temps de l'agriculture, des cycles de production et de l'intervention publique dans ce domaine. Donc je pense qu'il faut que nous-mêmes, on ait la responsabilité aussi politique de dire il faut inscrire l'agriculture française et européenne dans le temps long, et les décisions qu'on prend aujourd'hui, elles auront des répercussions dans 30 ans, comme ont eu des répercussions aujourd'hui les réformes qui ont été menées dans les années 90. Je pense notamment à la réforme McCharry. Vous avez évoqué l'effet d'élasticité prix. On le retrouve aujourd'hui sur le fait qu'on a choisi de déréguler et de sortir d'un système de prix stabilisé au fait de redonner un rôle de signaux de prix de marché qui fonctionne aujourd'hui à plein, mais c'était l'objectif. Donc aujourd'hui, on reproche une instabilité, une grande variabilité qui se fait jour et qui génère des crises partout en Europe, mais c'était ce qu'on avait cherché à atteindre il y a 30 ans. Donc il faut assumer ça aussi, et il faut pouvoir le dire, avec un effet induit pour les jeunes agriculteurs aujourd'hui, qui se retrouvent dans un effet ciseau renforcé par le fait qu'on a attribué des aides qui sont majoritairement liées à des facteurs de production et singulièrement des surfaces, qui fait qu'aujourd'hui, et on a vu l'inflexion du prix des terres agricoles à partir des années 90, qui diminuait jusqu'alors et qui remonte ensuite, parce que finalement, ces aides, elles sont aussi capitalisées dans le foncier. Et donc, les jeunes agriculteurs qui s'installent aujourd'hui investissent massivement pour acheter des outils de production qui sont aussi supports de soutien public. Et du coup, eux-mêmes sont quand même désavantagés par rapport à leurs aînés qui se sont vus attribuer, à titre gratuit ou selon des mécanismes administratifs, des systèmes d'aide. Et aujourd'hui, du coup, on a quand même du mal à se projeter ou à projeter des jeunes générations dans ce système-là qui est quand même fortement contraint. Donc, ma question est comment est-ce que pour les jeunes générations qui s'installent, puisque les projets de loi qui vont arriver vont avoir cet angle de renouvellement des générations, on peut avancer peut-être et assumer aussi des erreurs, une perspective de stabilité de marché qui permet de projeter, quand on investit, qui permet de sécuriser ces éléments-là. Et puis, deuxième volet de questions, et peut-être que mes collègues Arnaud et Grémillet poursuivront aussi dans ce sens. On est en plein dans la rédaction d'un rapport sur les NTG, les nouvelles techniques génomiques, et on est très préoccupé, évidemment, sur les enjeux de traçabilité, d'effet sur la compétitivité de l'agriculture française et européenne, et aussi, c'est un sujet important, des clauses miroirs et de la réciprocité, et comment est-ce que vous projetez ce sujet par rapport aux expertises que vous avez dans ce domaine. Oui, merci. Merci à nos trois intervenants pour, comme d'habitude, leur qualité de questionnement qu'ils suscitent. Vraiment, merci. Je vais prolonger ce que vient de dire à l'instant Karine, parce qu'effectivement, ce sujet... on s'est quitté pour venir vous retrouver. On va se retrouver après pour essayer de trouver un point de vue commun pour bientôt présenter ça au niveau de la Commission des Affaires européennes du Sénat. Ma seule question, pour prolonger ce qu'elle vient de dire, c'est est-ce que l'Europe peut se permettre de refaire ce qu'elle a fait en termes de choix, comme elle l'a fait au niveau des OGM? Est-ce qu'elle peut se le permettre? Et quelque part, est-ce que ce n'est pas sa dernière chance de garder son indépendance et sa biodiversité semencière, paysanne, sur nos territoires? Après, j'avais d'autres réactions, et pour prolonger ce que vous avez évoqué, je trouve qu'un exemple très, très concret qu'on est en train de vivre sous nos yeux, tout proche de nous, les sanctions suite au conflit entre l'Ukraine et la Russie qui ont été prises n'ont jamais autant renforcé la Russie.
C'est un point de vue que j'ai. J'ai eu la chance de faire une mission en Russie juste peu de temps avant le conflit. Et on l'avait déjà compris avec les premières sanctions à l'époque de la Crimée, qui était vraiment marginale, mais on avait compris, et les Russes nous expliquant, on n'en est pas inquiet, vous allez voir ce que vous allez voir. Et bon, certains me connaissent pour mes responsabilités anciennes dans le domaine de l'élevage et de la génétique. J'ai pu voir de mes propres yeux ce qu'ils étaient en train de construire et qu'ils n'avaient plus besoin d'aller chercher la génétique dans les bassins producteurs français et européens. Et on le voit aujourd'hui, et ce que vous venez de montrer, mais je pose cette question-là, parce que ça montre que lorsqu'un pays se sent attaqué, eh bien, quelque part, il a une capacité de réaction qui dépasse l'enjeu de la souveraineté alimentaire. Ça, c'est une première réflexion. Et je prolonge ce que vous venez de dire, parce que les Européens n'ont pas le sentiment d'être attaqués sur l'alimentation. Et une des questions, un des échecs, parce que je partage ce qu'a dit, et avec le complément de notre président, de Jean-François, sur le fait que la PAC, les gens n'ont pas conscience que c'est pour les consommateurs européens. Et l'échec de l'Europe, qui est la seule politique agricole commune normalement, je dis ça parce qu'elle a bien quand même évolué entre 6 au début et après. Moi, j'ai connu la période où la France était excédentaire en porc, et je le dis parce que on était au même endroit à l'époque, Pierre aussi. Quand nous sommes allés en Allemagne après la réunification et qu'on a vu ce premier abattoir européen de porc qui nous a donné une leçon pendant que nous, on était encore sur le marché au cadran, on a vite compris qu'on allait complètement tout perdre. Et quand on a vu les Espagnols, avec leur politique environnementale, par leur choix, que les naisseurs, ils allaient quitter la Bretagne pour partir sur l'Espagne, ce qui a fait qu'aujourd'hui, la France est arrivée à ce stade-là. Et je pense qu'il y a une question aussi que je voulais vous poser, c'est comment pouvons-nous retrouver ce partage, ce portage par le peuple européen? On est tout près des élections européennes, et les gens ne se rendent pas compte de la chance qu'est l'Europe. Et parce que quelque part, on est à l'envers. Ils ont plutôt, ils considèrent que c'est que des handicaps. Et je reviens sur ma dernière question sur la partie Egalim. Là encore, je pense qu'on a tout faux. On est en décalage complet avec les autres pays de l'Union européenne. On a laissé croire la montée en gamme. Donc ça veut dire que Egalim laisserait penser qu'en France, on va s'intéresser qu'à ceux qui ont des moyens de se nourrir un peu plus que les autres. Mais le rôle de l'agriculture et l'ambition de l'agriculture et de l'agroalimentaire, c'est de nourrir l'ensemble de la population, qu'elle soit française et européenne, quel que soit leur niveau de revenus. C'est notre rôle, c'est ça notre mission. Et je termine sur le dossier de l'installation, le renouvellement des générations. Je pense que là, effectivement, l'agriculture, c'est au temps long. Vous savez, celui qui désarme sur l'élevage, avant qu'il reprenne des vaches, il se passera quelques décennies. Les fermes où il n'y aura pas de successeurs, ou parce qu'il n'y aura pas forcément que des enfants de paysans, mais d'autres jeunes qui s'installent dans les fermes, le modèle familial à la française, qui est vraiment une richesse humaine, une richesse de diversité, de capacités, on est au dernier rendez-vous pour la France de sa capacité à garder dans son mode, enfin, dans ses choix agricoles, j'ai horreur de l'expression modèle, dans ses choix agricoles, c'est le dernier rendez-vous d'avoir encore une agriculture à la française, dite entre guillemets familiale. Merci de ces questions. Je vais aller droit au but sur certains points. D'abord, souveraineté, qu'est-ce que c'est ? Thierry a dit des choses, Yves aussi. Moi, je crois qu'il faut qu'on ait bien conscience qu'il y a 5 piliers à la souveraineté en géopolitique, et en particulier sur les questions agricoles et alimentaires.
Où se situent les dépendances, comment on les gère, où sont les indépendances, comment on les cultive, quelles sont les interdépendances inévitables, et là aussi, comment on les maîtrise, quelle capacité de résilience et quelle constance, parce que le grand sujet aussi qui est sur la table, y compris à travers certaines de vos questions, c'est est-ce qu'on est capable d'avoir de la constance en démocratie ? Et moi, je trouve que l'une des forces de l'Union européenne serait précisément d'expliquer qu'on n'a pas besoin d'être en dictature pour avoir du temps long et une vue longue. C'est ça le grand challenge, me semble-t-il, parce qu'en fait, sur un secteur comme l'agriculture, ou les grands sujets de sécurité alimentaire, ou les sujets de sécurité dont on a parlé, ou d'industrie, etc., ou de transition écologique, c'est le temps long, sinon rien. Ça, c'est sûr que si chaque fait divers fait la loi du soir, ça va, nos systèmes démocratiques déraillent. En tout cas, je pense que c'est un vrai sujet qui concerne la crise agricole du moment, ce manque de constance, au-delà de la confiance et de la cohérence qui sont des sujets, mais c'est cette question de la constance. Donc vous avez vu que sur le sujet de la souveraineté, au niveau européen, et Thierry a eu raison de le souligner, le concept c'est autonomie stratégique ouverte. Hein, on ne parle pas de souveraineté, on parle d'autonomie stratégique ouverte. C'est ça le mot-clé. Autonomie stratégique ouverte. Maintenant, je me permets de poser une question à l'échelle française sur la souveraineté alimentaire ou quelle qu'elle soit. Je n'ai pas vu beaucoup de travaux parlant de souveraineté, quelle qu'elle soit, sur la France, dont on parle de plus en plus ces derniers mois, posant la question de la souveraineté financière et budgétaire de tout cela. Est-ce que quand on passe dans le rouge sur le plan financier et budgétaire, on est véritablement en souveraineté dans les secteurs dans lesquels on investit ? Ce qui pose une question sur le fait qu'il faudra bien présenter des dépenses comme étant des investissements. Et l'agriculture n'est pas une dépense. Si on considère que l'agriculture est une dépense, eh ben, je pense qu'on est dans toutes ces incohérences que vous avez évoquées à travers vos questions. Donc, c'est tout le débat sur la mobilisation autour de la souveraineté. Deuxième remarque. Est-ce qu'on s'affaiblit à cause de nous, au niveau européen, ou à cause des autres ? Les deux. Les deux. La vie n'est toujours qu'une combinaison. À cause de nous, sur la désindustrialisation, sur cette politique agricole concurrentielle qu'on a laissé filer, parce que la nouvelle PAC, avec le principe de subsidiarité, elle a quand même dit à chacun pour soi. Hein, vive l'Europe, mais quand même chacun pour soi. La surtransposition normative en France ou ailleurs. Hein, moi, je suis franco-italien. En Italie, il y a du surexcès de normes aussi en tout genre sur d'autres aspects qui touchent l'alimentation ou l'agriculture. Regardez sur le Nutri-Score, par exemple, l'Italie est vent debout. Voilà, donc chaque pays est en sur-régime, parfois normatif, par rapport à ses propres sensibilités. Nous on s'affaiblit parce qu'on a laissé, comme vous l'avez souligné, en fait, on ne pratique pas le traité de Lisbonne, c'est-à-dire que la Commission européenne a le pouvoir sur le Parlement européen, ce qui est une anomalie. Et donc, on voit bien, sur tous les sujets agricoles depuis 2019, que le Parlement européen est vent debout sur les pratiques de la Commission européenne, en tout cas jusqu'à l'été 2023, parce qu'il faudra quand même faire une petite révision dans l'histoire longue sur l'impact, l'étude d'impact de Frans Timmermans. C'est un sujet. Non pas sur l'écologie, parce que sur l'écologie, il a raison, le pacte vert, moi je suis convaincu qu'il faut y aller, et en plus c'est le temps long de l'Europe qui a ce narratif mobilisateur. C'est sur la méthode et sur l'exclusivité d'un pacte vert qui proposerait éventuellement aux Européens d'être dans un grand paradis vert en 2050, mais sans forcément savoir ce qu'on va y en faire. C'est ce qu'on a toujours dit ici, c'est qu'on était tous d'accord sur l'objectif, mais pas sur les moyens. Et quand vous discutez avec des députés européens, quels qu'ils soient, de tous bords, et de n'importe quelle nationalité, il y a un petit sujet autour de ça. Il y a un petit sujet, pour ne pas dire un gros. Bon. Donc, alors voilà, donc il y a un vrai sujet sur les élections européennes, ça va sans dire. De peut-être expliquer que l'Europe c'est bien, c'est ce que j'écris dans mon nouveau bouquin qui est sorti hier. Il n'y a pas mieux que l'Europe, mais forcément si on arrête de le dire, voilà. Mais il faut, ça peut pas être que des bébés Erasmus, l'Europe. Ça peut pas être que ça. Donc on a des affaiblissements de notre part, hein, et puis les incohérences, le libre-échange. En tout cas, il sera très important de faire un bon choix et que la France soit vigilante sur le choix du prochain commissaire européen à l'agriculture. Parce que je rappelle quand même que le commissaire européen à l'agriculture actuel, en fait, passe son temps en Pologne et n'avait pas de grandes compétences sur les sujets agricoles dans un moment aussi crucial. Une des plus grandes auditions qu'on a eues ici.
Donc, je ferme mes petites parenthèses. On s'affaiblit aussi à cause des autres. Alors, un petit mot sur la Russie, parce que Thierry l'a évoqué. On a publié il y a 2 mois avec Thierry un livre qui s'appelle Géopolitique du sucre, et on met en perspective le sujet sur la betterave, parce que, c'est notre source sucre et gel hydroalcoolique et mix énergétique et bonbons Haribo, cosmétiques, tout ce que vous voulez, la betterave. C'est une histoire géopolitique. Napoléon, il y a 2 siècles, et la betterave aujourd'hui, le premier producteur mondial, c'est la Russie. Et ce qu'on a mis en évidence dans le bouquin, c'est qu'il y a l'Ukraine qui pousse, mais il y a une Russie qui a clairement en tête que le marché mondial du sucre aujourd'hui alimentaire, il est désinvesti par les Brésiliens, les Indiens, les Thaïlandais qui font de la canne pour en fait être dans les clous des accords de Paris et faire leur transition climatico-énergétique, et qu'il y a un besoin alimentaire en sucre de 3 millions de tonnes par an qui s'amplifie, et les Russes sont en train de regarder ça comme ils ont regardé le blé il y a 20 ans. Pour le dire autrement, il n'y a pas que les punaises de lit ou les croix gammées que la Russie est capable de créer en désinformation sur la betterave à sucre et les filières sucrières européennes et françaises. La machine russe a marché à plein régime. Ça aussi, à un moment donné, ça renvoie aux commentaires sur les ingérences extérieures qui affaiblissent et qui ne sont pas des sujets agricoles. Là, on est en pleine géopolitique et ce monde de carnivores qui est là. Sur les États-Unis, petite parenthèse, tout de même, parce que Thierry a souligné leur affaissement autour de questions agricoles et alimentaires. Enfin, il y a quand même un petit sujet États-Unis-Ukraine qu'il va falloir regarder, parce qu'on ne sait pas si l'Ukraine rêve vraiment de rentrer dans l'Union européenne. Moi, ce que j'entends, c'est que l'Ukraine agricole n'est pas une aficionados d'une entrée dans l'Union européenne, et qu'aujourd'hui, vous le savez, c'est plutôt à Washington qu'un certain nombre de transitions sont menées. Ce qui veut dire aussi que, par exemple, le maïs ukrainien non OGM que les Européens adorent, il n'est pas dit que demain il ne soit pas un maïs OGM américain. Et je rappelle que ce n'est pas l'OTAN qui est en mort cérébrale, c'est les échanges commerciaux et les partenariats commerciaux économiques transatlantiques. Nos concurrences ne sont pas qu'au sud ou à l'est. Je me permets quand même de le dire, parce que cette Europe qui doit se ressaisir, c'est aussi une Europe qui doit être lucide. Pour finir, 3 mots. 21e siècle en Europe ou ailleurs, moi, je ne suis pas du tout à l'aise avec l'idée qu'on pourrait produire plus. Et donc, ça pose la question des innovations technologiques. Est-ce que les NGT vont permettre de produire plus? Non. Je ne rentre pas dans la technique. Mais je crois qu'en fait, il faut qu'on change complètement de registre. Ma conviction profonde, c'est qu'il va falloir espérer produire autant qu'aujourd'hui le plus longtemps possible. Parce qu'entre le dérèglement climatique, auquel s'ajoutent les dérèglements géopolitiques, ce qui complexifie l'acte agricole et de la performance alimentaire mondiale, européenne ou française, on n'a aucune garantie aujourd'hui de pouvoir demain produire autant qu'on est en train de produire aujourd'hui. Donc en fait, le sujet pour moi, ce n'est pas produire plus demain, ou le plus et le mieux, c'est comment le volume de production actuel, on perd 0, c'est-à-dire qu'on doit interdire de jeter, ce que j'appelle l'écologie circulaire. L'écologie circulaire, c'est quoi? Ça veut dire de comprendre qu'aujourd'hui, à travers les productions agricoles, vous êtes en phase avancée de plein de transitions dans lesquelles on va mener. Vous parlez de la filière porc. Moi, je constate quand même qu'aujourd'hui, enfin, le fameux slogan connu de tous, c'est une réalité économique. Tout est bon dans le cochon. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez en Bretagne des entreprises sur le secteur du porc qui ne jettent plus rien, qui vont faire des carburants, qui vont faire de la ligamentoplastie pour les hôpitaux, qui vont faire des revêtements, qui vont faire des produits pharmaceutiques, etc., qui vont faire des boucles industrielles sur d'autres matériaux. On est déjà dans de l'écologie circulaire dans beaucoup de filières. La France du porc était en retard il y a 20 ans sur l'Espagne. Aujourd'hui, c'est l'Espagne et les Pays-Bas qui sont en retard parce qu'ils n'ont pas misé sur les transitions autour de l'écologie ou du bien-être, etc. Donc on a des compétitivités qu'on a été capable de chercher parce qu'on a pensé cette circularité. Premier point. Deuxième point, attention au monde, en Europe, en France, ou ici, dans cette salle, ou soi-même. C'est-à-dire qu'on est quand même passé, et Thierry l'a évoqué subliminalement, de l'alimentation pour tous à l'alimentation pour chacun. Ce qui n'est pas du tout la même affaire, comme ambition collective. Alors, juste pour provoquer le débat, parce que je pense qu'il va falloir que vous y penchiez prochainement, pas juste parce que l'Express en fait sa une cette semaine, mais parce que depuis 6 mois, je suis ça de près. L'irruption massive des coupes-faim
aujourd'hui, est pour moi un game changer massif sur le sujet de la sécurité alimentaire mondiale. Beaucoup plus que la végétalisation, beaucoup plus que tout ce qu'on raconte sur d'autres registres. Parce que si vous avez un système qui aujourd'hui permet à des gens de ne plus ressentir la nécessité de manger, on voit déjà en 1 an ce que ça provoque en chute de consommation de certains produits, et ça pourra aller sur d'autres registres demain. Et autour de tout cela, il y a, comme sur les NGT ou plein de sujets, en fait, il y a des choses intéressantes à regarder, ce que ça peut permettre, mais il y a toutes les dérives, parce que chaque innovation, vous le savez, c'est les usages, les usagers, les opportunités, les risques. Et sur les coupes-fins, je me permets d'attirer votre attention parce que je pense qu'on devrait intégrer davantage ce sujet dans les grands débats sur la souveraineté alimentaire européenne, parce que je ne suis pas sûr que les consommateurs, en fait, leur sujet, c'est l'élevage, la PAC, l'Ukraine. Je pense qu'il faut de temps en temps revenir au prix et à ce sujet de l'alimentation pour chacun qui est en train de s'imposer dans un monde d'égoïsme total à l'échelle internationale ou à l'échelle nationale. Et c'est le grand drame pour moi sur le sujet alimentaire, c'est qu'il nous imposerait de faire ensemble. Et je rappelle que le Covid a eu pour principale conséquence de relocaliser les états d'esprit. Et c'est ça le grand péril qui est devant nous sur le plan alimentaire, me semble-t-il. Merci beaucoup pour ces éclairages. On écartera du compte-rendu les propos irrévérencieux de M. Cadec qui disait que je pourrais en prendre des coups de faim, moi. Y a-t-il d'autres questions ou d'autres interventions? Oui, Florence, vas-y. Oui, merci beaucoup pour cet élément, et on voit bien qu'on est face à des paradoxes, souveraineté nationale versus souveraineté européenne, relance capacitaire versus adaptation et au changement climatique et transition qui sont absolument nécessaires. Et donc, vous avez indiqué qu'il fallait aller vers les transitions environnementales, mais qu'il ne fallait pas le faire comme cela avait été engagé ces dernières années. C'est important d'avoir une ambition, mais il faut la mettre en œuvre. Donc, selon vous, comment peut-on la mettre en œuvre? Est-ce à travers, en effet, la PAC, parce que les PSN sont maintenant nationaux, et ça peut être aussi source de concurrence entre les pays. Donc, est-ce que la PAC doit être utilisée pour accompagner ces transitions environnementales? Par ailleurs, Daniel a évoqué la question cruciale de l'installation. Elle est vraiment très importante. Et derrière cette installation, il y a la question du foncier. Et est-ce que là, on n'a pas encore à nouveau un risque d'ingérence avec une spéculation sur le foncier agricole? Donc, qu'en est-il en l'état de vos connaissances au niveau national et au niveau européen? Je vous remercie. Oui, merci beaucoup. D'abord, merci beaucoup pour cette table ronde. Je suis arrivée un petit peu en retard, mais je vous ai écouté à distance, donc j'ai suivi depuis le début. Et vraiment, je ne suis pas une spécialiste de cette question, mais j'ai trouvé ça passionnant et j'ai trouvé, y compris rafraîchissant le matin, d'avoir un regard positif sur ce que l'Europe apporte, malgré ses défauts, et je pense que ça vaut la peine de le souligner régulièrement, donc merci à vous en particulier. J'ai une question peut-être un peu décalée, mais qui se raccroche néanmoins à quelque chose que j'ai pu entendre sur le lien entre, finalement, je ne sais pas s'il faut le dire comme ça, mais entre Europe sociale et Europe agricole. Vous avez fait référence tout à l'heure aux enjeux démographiques et au détour des enjeux démographiques, y compris à ce qui est aujourd'hui la main-d'œuvre, me semble-t-il, de la filière agricole, notamment européenne, et une main-d'œuvre dont on sait que dans plusieurs pays, pas seulement au sud, je pense que c'est le cas en Allemagne aussi, c'est une main-d'œuvre qui est peu cher payée, qui travaille dans des conditions qui ne sont pas simples. Quel est le regard que vous portez là-dessus? Est-ce qu'il y a une prise de conscience aussi qu'en régulant finalement mieux les droits sociaux à l'échelle européenne, on améliore aussi la situation agricole, même si je ne méconnais pas les enjeux de compétition à l'échelle internationale, mais je me pose là en tout cas au moins à l'échelle intra-européenne. Merci. Oui, merci. Moi, je suis heureux d'entendre qu'au fond, l'agriculture, elle doit être européenne.
et que les défis mondiaux font que s'il n'y a pas une agriculture bien organisée en Europe, elle se fera avaler par tous les autres pays du monde. Maintenant, comment la définir? Moi, j'ai juste une question sur le problème de la captation carbone, le rôle de l'agriculture dans la transition, non pas énergétique, mais d'amélioration de la qualité et autres. Est-ce que tout ceci, dans la nécessité à la fois de production et en même temps de préservation de l'environnement, l'histoire des haies, l'histoire de la plantation des arbres, donc l'augmentation de la forêt, etc., etc. Est-ce qu'on arrive à organiser intelligemment tout cela, ou c'est des coups politiques de temps en temps qui font que chacun pour soi dans chacun des domaines, le forestier, le capteur de carbone, et puis de l'autre côté la production agricole? J'ai un certain nombre de points, d'éléments de réponse. D'abord sur ce que vous avez dit, M. Cuypers, au sujet des décisions qui sont prises du démantèlement des droits de douane pour aider l'Ukraine. L'analyse qu'en a faite la Commission, c'est de dire, au regard de ce qui se passe sur le territoire ukrainien, de l'importance de l'agriculture dans le produit intérieur brut national, on démantèle les droits de douane et on apporte une aide qui va au-delà du militaire et du financier, c'est-à-dire une aide à l'exportation d'une certaine façon, parce que c'est ça, hein, on démantèle un droit de douane, on le met à zéro et donc ça favorise les exportations de l'Ukraine. Comment sortir de cette contradiction entre apporter un soutien à ce pays qui est en guerre et en même temps limiter la pénétration du marché européen aux produits ukrainiens? Ben là, je suis bien démuni, je ne suis pas un homme politique. Probablement qu'il y aurait, à un moment donné ou à un autre, des décisions à prendre pour trancher vraiment. C'est-à-dire on dit non ou on dit oui. Mais il faut annoncer les conséquences. Si on dit oui, on ouvre le marché européen au titre de l'aide et on offre des contreparties à ceux qui en sont les victimes, ou alors on dit non, on ne peut pas aller jusque-là sans compromettre notre propre cohésion européenne et sans compromettre notre sécurité alimentaire. Parce que derrière, je ne vous apprendrai rien, on a rappelé ça dans le livre qu'on a fait avec Sébastien, mais sur la betterave et le sucre, ce sont quand même des outils de production, ce sont des emplois, ce sont des usines, ce sont des débouchés. Donc voilà, il faut mettre ça sur la table. Et je trouve pour ma part que la Commission ne va pas assez loin en matière d'études d'impact. Il me semble qu'elle manque aussi de sens de l'anticipation. Que peut-il se passer si on prend cette décision? Il faudrait peut-être changer les états d'esprit, mais là, je suis bien embêté. Pour répondre à ce que disait Daniel tout à l'heure au sujet des sanctions, les économistes sont aujourd'hui totalement démunis pour dire les sanctions vont fonctionner. On s'aperçoit, tous autant que nous sommes, dans cette communauté scientifique, que les sanctions n'ont pas fonctionné. Et il va falloir, si on veut s'opposer à un pays ou à un groupe de pays, il va falloir trouver de nouveaux outils. Parce que là, finalement, avec ces sanctions depuis la Crimée, nous n'avons fait que renforcer la puissance russe, qui, justement, de mon point de vue, pour regarder ce pays et son agriculture depuis un certain temps, elle a le sens de l'anticipation, c'est-à-dire qu'elle sait que ces sanctions sont considérées comme positives par les puissances qui les infligent, mais on se prépare justement à les absorber, à les contourner. Et en plus, on s'appuie du côté de la Russie sur les divisions européennes, sur le fait qu'on savait que l'Ukraine allait être aidée, y compris sur le plan agricole, et donc ça constitue des affaiblissements justement de l'outil de production agricole européen, affaiblissement dans lequel s'engouffre la Russie, justement. C'est ça qui, à mon avis, est important et qui nécessiterait à nouveau d'avoir un état d'esprit un peu plus anticipateur sur les conséquences des décisions que l'on prend. Karine Daniel a évoqué les clauses miroirs, si j'ai bien compris. Oui, c'est une ambition, c'est un noble objectif. Mais pour regarder aussi, le Brésil, il s'en moque des clauses miroirs d'une certaine façon. D'abord parce qu'il peut considérer que ce sont des distorsions de concurrence qui sont infligées, un protectionnisme déguisé, et que ça peut très bien faire l'objet d'un dépôt de plainte à l'Organisation mondiale du commerce.
Alors après, les décisions qui seront prises par le panel, etc., on verra. Mais surtout, le Brésil annonce que vous pouvez m'infliger des clauses miroirs, des réciprocités dans les normes, j'exporterai ailleurs. Et même à la limite, si on prend l'exemple qui avait été... comment ? Voilà, exactement. On peut très bien exporter ailleurs et dans le pays qui importe le produit brésilien, à la limite, réexporter vers l'Europe parce que lui ne sera pas touché par ces clauses miroirs. On a eu ça dans les années 70-80 avec les téléviseurs coréens où on avait essayé aux États-Unis de les bloquer sur le territoire américain. Eh bien, les Coréens ont délocalisé leur production et ils vendaient sur place du coup. Donc voilà, je pense qu'il faut essayer de voir aussi de peser le pour et le contre sur ces clauses miroirs. Ensuite, il y a eu des questions sur le foncier. Alors ça voilà, c'est typiquement ce que disait Yves tout à l'heure, ça relève du national. Faut voir maintenant jusqu'où ça va aller. Ensuite, on n'a pas réglé évidemment toutes les questions autour du foncier sur le territoire national, sur l'artificialisation. Enfin, c'est des problématiques qui sont très lourdes en ce moment. Mais dans la perspective d'une régénération des actifs agricoles, c'est un paramètre maintenant décisif, hein, cet accès au foncier. Et là, pour ma part, je ne vois pas comment on peut le déconnecter de la problématique de la souveraineté alimentaire, justement. Et la régénération, le renouvellement des actifs agricoles, de mon point de vue, on pourra évidemment apporter tous les moyens financiers, la formation, etc. Mais il me semble qu'elle passera fondamentalement par le retissage du lien entre la population et son agriculture. Parce qu'on peut entendre plein de choses sur on soutient les agriculteurs qui ne sont pas contents, on est très attaché au local, etc. Malgré tout, il y a un lien qui s'est un petit peu distendu entre le citoyen qui est de plus en plus urbanisé, qui sait qu'il peut acheter des produits moins chers ailleurs. Et donc, il est nécessaire, de mon point de vue, de remettre un petit peu en forme, de reconsolider ce lien entre la population dans son ensemble, hein, parce qu'on a des fractions de la population qui sont très sensibles à cette question agricole, mais c'est l'ensemble de nos concitoyens qui doit être sensibilisé à cette question de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, me semble-t-il. Sur l'emploi agricole, oui, il y avait une question sur l'harmonisation des normes sociales. En tout cas, essayer de faire converger quelque chose pour éviter les sources de distorsion de concurrence. Je pense qu'à travers cet exemple, on est là sur des chantiers qui s'inscrivent sur la longue période. Harmoniser la fiscalité, harmoniser les normes sociales. On a entendu récemment le projet très embryonnaire d'une loi Egalim à l'échelle européenne. Mais si vous prenez en compte les coûts de production dans une loi Egalim, vous allez prendre quels coûts de production? Les Polonais, les Français? À quel niveau vous allez les mettre? Vous allez faire une moyenne? Voilà. Et pour les salaires, c'est exactement la même chose. Vous allez diminuer le SMIC français vers le salaire le plus bas de la Pologne, ou vous allez demander aux Polonais de se mettre à niveau du salaire minimum français. Donc là, franchement, depuis tout à l'heure, j'ai entendu beaucoup de choses, beaucoup de réponses. On ne va pas tourner autour du pot. C'est la question de l'Europe fédérale qui est posée maintenant. Soit ça s'arrête, soit on bascule dans le fédéralisme. Je ne vois pas d'autre issue possible maintenant. Je ne vois pas l'Union européenne, il n'y aurait pas de honte à considérer qu'au stade où elle en est arrivée depuis sa création, ça nécessite de réfléchir maintenant, de faire une pause sur ce qu'on veut faire pour les 50 ou 60 ans à venir. Et sur le plan agricole, puisqu'il a été question du commissaire, dans le renouvellement de la prochaine commission, en tant que citoyen, cette fois-ci, je me suis toujours étonné de n'avoir jamais vu un commissaire européen à l'agriculture français qui soit représentatif de la première puissance agricole de l'Union européenne. Alors je sais que c'est compliqué parce que, évidemment, on comprend bien, hein, mais quand même, ça mériterait d'être examiné, cette affaire. Merci. Alain Cadec, pour la dernière question. Non, je voudrais revenir sur les clauses miroirs.
J'ai commis une tribune récemment dans le Télégramme qui a pour titre « Clause miroir, miroir aux alouettes ». Tout simplement parce que c'est du pipeau, clause miroir. C'est du pipeau parce que c'est inapplicable. D'abord, c'est en contradiction avec les règles de l'OMC, c'est clair. Par ailleurs, aujourd'hui, en Europe, on peut contrôler, si tout va bien, si tout le monde est en place, entre 3 et 4% de ce qui vient sur le territoire européen. Ça veut dire qu'on ne peut pas tout contrôler. Donc les clauses miroirs, on ne peut pas les mettre en œuvre. C'est une espèce de martingale que nous a trouvé le président de la République quand la France a pris la présidence de l'Union européenne. Donc je pense qu'on ne peut pas s'abriter derrière les clauses miroirs, ça ne marchera pas. Ça ne marchera jamais. On ne pourra jamais imposer dans les traités commerciaux qu'on passe avec des pays tiers les mêmes normes qu'on a. Ou alors il faut exclure tous les produits dès le départ, norme par norme, produit par produit. C'est ce qu'a proposé la Commission d'ailleurs, produit par produit, qui ne correspondent pas aux normes européennes. Parce qu'évidemment, c'est la concurrence totalement déloyale. Aujourd'hui, nos producteurs sont confrontés à une concurrence invraisemblable. On le sait, par rapport au Mercosur, par exemple, prenons le Mercosur, les produits venant du Brésil, par exemple, ne respectent absolument pas, évidemment, nos règles environnementales, sanitaires et autres. Donc la concurrence, elle est complètement biaisée. Mais qu'on n'essaie pas de nous faire croire qu'on peut mettre en place des clauses miroirs. C'est pas vrai. Je ne sais pas ce que vous en pensez, messieurs les spécialistes. Je crois que c'est ce que vous venez de dire, monsieur Pouche, et je partage complètement. Encore une fois, c'est un miroir aux alouettes. On fait croire des choses aux gens qui ne sont pas possibles. Voilà. C'est tout. C'était une petite remarque. Sur monsieur Timmermans, tout à l'heure, vous en avez parlé, je le connais bien. J'ai été député européen pendant 10 ans. Plus ultra-libéral que lui, tu meurs. Donc, évidemment, voilà. Réponse très brève de l'ouest de la France, par ailleurs. On n'arrête pas de parler de souveraineté en France, on l'a dit tout à l'heure, il faut une définition européenne de la souveraineté alimentaire. Sinon, on sera confronté à ce que vous venez de dire, évidemment. Si on n'est pas capable, au niveau européen, de se poser cette question-là, on n'arrivera pas à mettre des clauses miroirs. On sait que les seules clauses qui ont une valeur pratique sont des clauses qui sont acceptées lors de la signature des accords avec l'État tiers avec lequel on négocie. On ne peut pas les imposer sinon. Donc ça va prendre un temps fou. C'est un bon exemple. Donc c'est le fameux hiatus entre la politique agricole interne et puis la partie extérieure. Il faut aller vers une définition de la souveraineté alimentaire européenne, sinon on n'y arrivera jamais. Et sur la réflexion que vient de citer Thierry sur c'est quoi l'Europe dans 50 ans, effectivement, on est parti dans une négociation d'adhésion avec une douzaine de pays complémentaires. On parle beaucoup de l'Ukraine, mais pas seulement. Donc il y a un vrai questionnement sur le fonctionnement institutionnel de la future Europe. Donc avant même de parler d'Ukraine et de politique agricole, il faut savoir comment est-ce que, en termes de règles, le système va fonctionner, sinon ça va être, comme je suis dans la volaille, je veux dire, ça va être un canard sans tête. Donc c'est le moment de se poser et d'avoir cette définition-là. Et mon mot de conclusion, moi, sous la souveraineté, c'est que par rapport à tout ce qu'on s'est dit, que ce soit en matière économique, sociale ou sociétale, le projet de réponse, c'est de mettre l'agriculteur au centre. Aujourd'hui, il y a des agriculteurs qui lâchent, pas seulement parce qu'ils ont des difficultés de revenus, il y en a, on l'a vu en Occitanie au début, pas seulement parce qu'ils sont touchés par une concurrence anormale, mais tout simplement parce qu'à un moment donné, il y a une perte d'attractivité. On peut être un producteur laitier, en avoir assez d'être producteur laitier et bien gagner sa vie. C'est un exemple. Il y a des endroits où on est producteur laitier, on peut gagner mal sa vie. Donc tant qu'on n'a pas mis cet enjeu-là au cœur, on ne redéploiera pas le concept de souveraineté au niveau territorial, national, mais même européen. Le consommateur continuera à faire son shopping. Juste un point, si vous permettez. Allez-y. Je voudrais rebondir sur ce que disait tout au début Sébastien et dans ce que vient de dire Yves. On a considéré dans nos sociétés avancées et riches qu'on pouvait passer au post-industriel et d'une certaine façon au post-agricole. Et des accords de libre-échange, c'était aussi destiné à ça, c'est-à-dire on bascule dans un autre modèle de société et on n'a plus besoin de produire des biens agricoles et des biens alimentaires. Les autres feront ça très bien. Il y aura une division internationale du travail et nous, on sera vraiment des sociétés avancées, immatérielles, cognitives, etc. Eh bien, les crises successives vont constituer des forces de rappel terribles et là, le réveil est douloureux. Et donc, pour faire machine arrière maintenant et remettre, comme le disait Yves, l'agriculture au centre et l'agriculteur au centre,
il va falloir une énergie politique absolument considérable, mais ça vaut la peine, évidemment, étant donné le contexte international. Écoutez, merci. Je pense que vous avez éclairé nos neurones et nos synapses, comme je disais, et on va continuer à travailler sur cette question. En tout cas, merci d'avoir passé ce beau message finalement pro-européen, comme le disait Audrey Linkenheld, mais avec une attention particulière. Et on se rend compte aussi que ça dépend quelquefois ces décisions des gens qui pilotent. Voilà, vous avez parlé du vice-président de la Commission Timmermans. Je pense qu'il a fait beaucoup de mal à la vision qu'on peut avoir aujourd'hui de l'agriculture européenne. Je vous remercie. Bonne journée, bonne